Eh bien, je crois qu'il fallait terminer sur les livres, car Mazarin était un homme des arts, mais aussi, peut-être ou certainement autant, un homme des livres. Alors, on sait que la bibliothèque Mazarine s'est constituée par l'acquisition de collections entières, telles celles d'Antoine de Brienne, secrétaire d'État aux Affaires étrangères, 1642, celle du chanoine Descordes, 1643, ou celle des manuscrits de Peiresc, 1647. Entre 1945 et 1946 s'ajouta celle du professeur allemand francisé Jean Tilman Stella de Tercy et Morimont, une collection fameuse pour ses Germanica et pour ses Hebraïca. Ça peut sembler une conjonction un peu bizarre aujourd'hui, mais il faut savoir qu'à l'époque, ce sont deux matières qui sont liées, car le luthéranisme prônait le retour aux sources et donc aux versions hébraïques de la Bible et à tous ceux qui pouvaient les entourer. La partie allemande de cette collection est pour ainsi dire inconnue. Tout au plus sait-on par le bibliophile Jacob que parmi plus de 300 manuscrits, certains provenaient de Jacques Spiegel, secrétaire de l'empereur Maximilien, qui les tenait de son oncle Jacques Wimfeling. La partie juive a en revanche été bien étudiée grâce à la correspondance de Stella avec deux hébraïsants de Bâle, les Buxtorf, père et fils. Outre le témoignage du principal intéressé, certaines de ces correspondances passives ont été conservées. Elles vont nous permettre de reconstituer l'élaboration de la collection, correspondant après correspondant, chacun apportant des informations de nature différente. On peut les classer dans l'ordre chronologique suivant, de la fin du ministère de Richelieu jusqu'au début de celui de Mazarin. Sturz, Canazille, La Chapelle, Colbert et Géraud. Donc je vous propose d'explorer chacune de ces correspondances qui va nous apporter des informations différentes sur cette bibliothèque et comment elle est passée à Mazarin. Diverses autres sources vont nous montrer comment s'effectua l'acquisition pour la bibliothèque mazarine. Mais présentons d'abord le personnage, donc Jean Tilman Stella de Tercy et Morimont. Dans son édition des Lettres de Richelieu, Avenel résume Stella en 4 mots. Moitié savant, moitié diplomate. Savant, il le fut assurément. Allemand originaire des Deux Ponts, catholique au point d'être traité de cagot par Guy Patin parce qu'il n'aimait pas Erasme. Il fut nommé professeur au Collège Royal au début de septembre 1637 dans une chaire, et c'est lui qui avait demandé l'intitulé de sa chaire, de mathématiques et d'histoire. Pourvoyeur en livres de Richelieu, il sollicita la charge de garde de sa bibliothèque et fut pressenti pour l'Académie. On a de lui 3 opuscules latins. Un panégyrique de Richelieu, où il fait son éloge en 6 langues orientales. Et là, je vous ai mis à l'écran une pièce sur laquelle je suis tombé dans une vente publique. Je ne l'ai pas acheté parce que je ne peux pas acheter tout ce qui est en rapport avec ce que j'écris. Mais c'était une vente publique à Metz et c'est un livre d'amitié, un livre des amis d'un certain Schmitt qui était professeur de théologie à Strasbourg. Et vous avez là la page où Jean Tilman Stella a mis son nom en développant ses titres. Et puis, on voit en haut une devise qui est en hébreu, en grec et en latin. Hein. Inuia, je me contente du latin. Hein. Inuia virtuti nulla est via. Vous voyez, il n'y a pas de chemin par une vertu inflexible. Hein. Inuia, c'est-à-dire une vertu qui est une impasse, une vertu inflexible. Donc, c'est une devise en quelque sorte d'opportunisme. Ne soyons pas trop inflexibles. Voilà, c'est passé en vente, je ne sais pas qui l'a acheté. Mais bon, et vous avez là donc l'écriture de Stella qui est très reconnaissable. Elle est un peu angulaire. Elle se reconnaît très, très, très facilement. Donc, un éloge, voilà les opuscules publiés par Stella, un panégyrique de Richelieu, où il fait son éloge en 6 langues orientales. Donc, c'est bien lui qui les connaissait, ces langues orientales. Il n'a pas fait cela en collaboration. Hein. Une déploration de la paix de Prague,
et un examen du congrès de Ratisbonne critiquant l'élection du roi des Romains qui fut utilisé dans les négociations avec la Suède. La bibliothèque Mazarine conserve un exemplaire du premier et du troisième dans une reliure en maroquin rouge aux armes de Richelieu. Ils proviennent de la bibliothèque de la Sorbonne, et vous savez que Richelieu avait donné sa bibliothèque à la Sorbonne, dont il porte le cachet. Et vous savez aussi donc, que la bibliothèque de Richelieu, qui était à la Sorbonne, a été dispersée au moment de la Révolution, et donc on retrouve ces livres de Richelieu avec le cachet de la Sorbonne dans diverses bibliothèques, et là on les retrouve à la Mazarine. C'est curieux comme ici, dans le contexte dans lequel nous travaillons. En 1639, à la demande de Richelieu, Stella fit l'éloge funèbre de Bernard de Saxe-Weimar au collège de Cambrai à Paris. Cependant, malgré toute sa science, il semble que Stella n'ait pas occupé sa chaire. L'abbé de Marolles a fait de lui ce vers moqueur. Il parle donc de la chaire. Saint-Clair y fut un demi-dieu, mais ensuite Stella suffoqua ses lumières. Avec un jeu de mots sur Stella. Guillaume Duval tenta d'expliquer le fait. C'est un historien du collège royal. Mais n'est-ce point aussi que ce bel astre royal, le sieur Stella, n'étincelle et ne brille point au collège royal à cause qu'il est possible, en cours, occupé et employé près messieurs de l'État, ambassadeurs ou autres éminents personnages. Donc, vous voyez, pour résumer, c'est donc un professeur au collège royal, mais qui n'a jamais occupé sa chaire et qui, en fait, s'est occupé de diplomatie. En effet, Stella ne fut pas moins diplomate que savant. Il occupa 2 postes principaux. Secrétaire de l'ambassade extraordinaire du comte d'Avaux à Hambourg de juillet 1637 à avril 1639 et résident près la République de Strasbourg de novembre 1644 à sa mort en juin 1645. Résident, c'est le titre tout juste inférieur à celui d'ambassadeur. Il fut aussi chargé d'une mission ponctuelle. En mars 1640, on le trouve à Brisac pour vérifier titres et papiers. En septembre 41, il part pour la diète de Ratisbonne au nom du duc de Lorraine, ce qui risque de froisser nos alliés suédois. En octobre et novembre de la même année, il séjourne à Bâle. Son réseau diplomatique fut aussi un réseau bibliophilique. Voyons ce qu'il nous dit lui-même de sa bibliothèque au début de son séjour à Hambourg. Un document qui en faisait très certainement partie a été conservé. Il se trouve aujourd'hui à la bibliothèque Mazarine. C'est un almanach pour l'année 1638 qui a été publié à Amsterdam. Chaque page de droite est conçue comme un journal. Voilà, je vous montre une page de droite, celle du mois de mars, est conçue comme un journal avec la place pour chaque jour. Et là, vous reconnaissez son écriture, Stella a indiqué donc tout ce qui est passé à chaque jour du mois. Cet almanach a été retrouvé par une Anglaise, Shanti Graeli, qui a publié récemment un article à son propos. Elle refait des recherches sur les almanachs et elle a découvert l'almanach de Stella. Alors, cet almanach de 1638 s'arrête au 10 août. Et ça nous informe donc en partie sur les acquisitions de livres de Stella. Le principal correspondant qui peut relever de la bibliophilie, c'est Cramoisy, qui est mentionné 6 fois pour des envois qui lui sont destinés et 1 fois pour un envoi qui a été reçu par Stella. Tantôt Stella se contente de noter qu'il a écrit ou qu'il a reçu un courrier. Tantôt il donne des détails, mais ce ne sont pas toujours des détails bibliographiques. Ainsi, en juin, il note le 22, je cite, « Le 22 mardi, j'écrivis à M. Talon, M. Tibeuf et M. Colbert pour mes appointements, et à M. Cramoisy pour la dette de M. Allego, le tout par M. Blau. » Le 6 juillet, la notation se révèle plus bibliographique. Je cite, « J'écrivis à M. Cramoisy touchant la Bible. » Un autre éditeur est mentionné une seule fois,
le 15 juillet, je cite, « Après le dîner, j'écrivis à M. Colbert par Sprechelsheim et à M. Eppenstein, M. Kurz et les Elzévirs par M. Weckefort. Nous retrouverons Camoisi et les Elzévirs plus tard dans la correspondance de Stella. Pour les acquisitions de livres, tantôt il enregistre les achats faits à Hambourg, tantôt les paquets reçus ou les commandes. À Hambourg, nous sommes informés de ses fournisseurs ainsi que de ses dépenses. Le 24 février, il note « J'ai acheté pour 16 Reichsthaler de livres chez Hermann ». Le 6 août, il note à nouveau « Après le dîner, j'ai choisi des historiens d'Allemagne chez Frobenig ». Et le lendemain, il poursuit, je cite, « Le soir, je fis marcher avec M. Frobenig de tous les historiens d'Allemagne pour 115 Reichsthaler, sur quoi je lui ai donné 30 Reichsthaler, reste à 85. » Outre les achats chez les libraires hambourgeois, Stella recevait des envois de diverses provenances plus lointaines. Le 8 mai, il note, je cite, « J'ai reçu un paquet de livres de Suède pour 16 Reichsthaler 22 Pfennig. » Le 15 juin, le réseau diplomatique sert sa bibliophilie. Je cite, « Après le dîner, M. Gernand arriva ici de Pologne et m'apporta le livre et chapelet de Danzig avec la relation de la diète. » Alors les chapelets, attention, ce n'est pas nécessairement des objets de piété, ce sont des chapelets d'ambre dont Stella était amateur. Et l'ambre faisait l'objet de trafic dans ce réseau diplomatique. En marge, Stella a ajouté « Histoire de Barrois ». Alors, j'ai recherché et je n'ai pas réussi à trouver ce que c'était que cette histoire de Barrois. Est-ce que c'est le titre du livre ou le mémorandum d'une acquisition à faire ? Parce qu'on a aussi des acquisitions à faire. En juin, on lit en effet le 29, j'ai envoyé un mémoire des livres à Nuremberg. Après le témoignage du principal intéressé, examinons maintenant son réseau. Donc, je vous l'ai dit, 5 personnages qui vont s'occuper de ces livres. Et je commence par Sturz. Sturz, Jean-Robert Sturz, était basé à Leyde. On a 13 de ses lettres entre 1637 et 1638. Il servait d'intermédiaire avec les Elzévirs. Il renseignait sur l'actualité bibliographique. Il envoyait et recevait des livres. L'année 1637 fut celle de la publication du 3e opuscule de Stella, L'Examen Comiturum Ratisboniensium à Hanovre, chez Eleutherius Mainardus. Et Sturz eut mission de le demander à l'auteur qui résidait alors à Hambourg. Je cite, « Les Elzévirs m'ont chargé de vous prier de leur part très humblement qu'il vous plaise leur envoyer votre exemplaire du dernier livre qu'avait fait. Messieurs Charnacé et Camerarius sont bien contents de donner les leurs, mais ils aimeraient mieux avoir le vôtre, si faire se pouvait, comme étant corrigé et augmenté à ce qu'ils disent. Toutefois, en cas que vous ne sauriez vous passer de votre exemplaire, ils seront contraints de se servir de l'un des deux dit ci-dessus. » Les Elzévirs préparaient manifestement une nouvelle édition de cet ouvrage, car dans ces 2 lettres suivantes, Sturz écrit, je cite, « Je vous envoie ici, suivant ma promesse, un exemplaire de votre livre qui vient tout fraîchement d'être achevé d'imprimer. » Alors, donc voilà l'édition originale qui était dans les mains de Stella lui-même, et voilà l'édition, la réédition faite par les Elzévirs. Et c'est intéressant parce qu'on a un catalogue des productions des Elzévirs et ceci n'est pas mentionné. Voilà. En revanche, un autre exemple du même type est mentionné, toujours de Stella, et celui-là est mentionné avec son réédition par Elzévir, et celui-là est mentionné. Mais l'autre, dont nous trouvons ici dans la correspondance de Sturz, la mention n'est pas mentionnée. Voilà. Sturz renseigne ensuite sur l'activité éditoriale des Elzévirs. Il se propose de faire parvenir les ouvrages imprimés en cours d'impression, notamment le traité Deusouris de Somez et le commentaire de l'Évangile que Heinsius achève, étant arrivé aux Épîtres de saint Paul. Il offre ses bons offices, je cite, « Quand il vous plaira m'envoyer un mémoire des livres qu'il vous plaît acheter chez les Elzévirs, vous me trouverez toujours très obéissant à vos commandements. »
Et Stella fit sa commande et Sturz s'exécuta. Je cite, « J'ai parlé à messieurs les Elzévirs touchant les livres que désiraient acheter d'eux. Ils m'ont dit qu'il n'y a point de difficulté de ce côté-là et qu'à votre arrivée, vous tomberez bien d'accord ensemble. » Et c'est sur ce projet d'acquisition que s'arrête la correspondance avec Sturz. Et passons maintenant à un deuxième correspondant qui est Canazille. Henri Canazille, il est un peu connu parce qu'il y a eu un article qui a été publié sur lui récemment, en 2017. Henri Canazille était en poste à Danzig depuis 1629 et officiellement consul de France à partir de 1634. Il fut recommandé à Stella par Louis Auberu du Maurier, fils de l'ancien ambassadeur en Hollande. Il lui envoya 12 lettres entre mai 1638 et mars 1639. Le contexte politique était celui de la diète dont il rendait compte, mais il n'omettait pas de satisfaire en même temps la bibliomanie de son correspondant. Il se proposa dès la première dépêche d'acheter pour lui et de servir d'intermédiaire à Dumouriez, qui fournissait aussi son collègue. Je cite, « Je tâcherai, recouvrant quelques pièces dignes de votre vue, à vous les envoyer. Si M. Dumouriez m'envoie quelques livres pour vos grâces, ne manquerai, suivant qu'il m'écrira, de les recevoir et payer et vous en donner avis. » Le 1er juin, il annonçait une grande relation de la diète par Dumouriez qui lui serait transmise, ainsi que des livres dont il n'était pas précisé s'ils avaient été acquis par ce dernier ou par lui-même. Il faut attendre le courrier suivant pour le savoir. Je cite, « Je vous ai écrit par M. Gernaude, qui est parti depuis quelques jours. J'espère qu'il sera bien arrivé. Je lui ai délivré les livres que M. Dumouriez avait achetés pour vous. Join lui a donné un paquet avec 3 chapelets d'ambre comptant 33 grains, qui sont les plus beaux qu'il se peut trouver. » Au trafic bibliophilique s'ajoutait donc celui d'une matière précieuse propre à la mer Baltique. Et le 16 juillet, le consul accusait réception d'une dépêche de son correspondant et se déclarait, je cite, « Fort joyeux d'apprendre par Issel que vous aviez reçu les livres et ambres que je vous ai envoyés, vous assurant que j'aurai le soin que je dois pour vous faire avoir les bracelets et chapelets que désirez et vous les enverrai par la première commodité. Dans la suite, il n'est plus question de livres, mais seulement d'ambre, dont le comte d'Avaux était aussi grand amateur, et Dumouriez s'employait à le satisfaire. Les belles pièces étaient difficiles à trouver, et il fallait attendre la saison. Le consul espérait, et je cite, que « dans l'hiver, il s'en découvrira de beaux vu que c'est dans le mois de novembre, à cause des tourmentes, que la mer le jette à terre. » Donc la récolte de lampes se faisait en hiver. Voilà. Et j'ai achevé donc sur Canazille et je passe maintenant à La Chapelle. Alors, La Chapelle a écrit 21 lettres de 1637 à 1641. Plusieurs caractéristiques le distinguent. Il avait accès au cercle de Richelieu par son secrétaire Rossignol, le secrétaire de Richelieu. Ses dépêches étaient régulièrement envoyées avec des gazettes. C'est lui qui servait d'intermédiaire avec l'éditeur Cramoisy, qui avait publié 2 livres de Stella. Enfin, tout comme Canazille, il trafiquait des livres à destination de son correspondant et par lui à destination de Richelieu. C'est grâce à La Chapelle que Stella put mesurer sa faveur auprès du cardinal. Fin février 1639, il lui annonce que son retour à Hambourg a été décidé. Son retour de Hambourg a été décidé. Son éminence souhaite sa présence à Paris. Et je cite, « Après le récit que M. Rossignol et quantité de bons amis qu'il vous a pratiqués, comme vous connaîtrez, lui ont fait de vos excellentes qualités, jusque dans ces termes qu'il n'était point d'homme universel comme vous, et que vous dévorez les livres au lieu de les lire, et plusieurs autres belles choses que mon insuffisance ne peut exprimer. » Donc Richelieu rappelle Stella. La Chapelle l'informe aussi de l'actualité éditoriale. Sur le commandement du cardinal, Rossignol écrit « Contre le livre nouvellement imprimé, Les libertés de l'Église gallicane, qui contient 2 volumes in-folio. L'auteur est inconnu et se vend chez M. Cramoisy, lequel y gagnera 20 000 livres, ne l'ayant vendu au commencement que 15 livres et dû depuis la défense 50. » Donc voilà, information sur l'actualité bibliographique. Et il s'agit du traité des droits du droit et liberté de l'Église gallicane, aujourd'hui attribué à Pierre Pitou, dont la condamnation fut effectivement publiée la même année 1639. Les relations avec Cramoisy étaient financières et difficiles, car il tardait à payer. Mais elles étaient aussi bibliophiliques.
On est ainsi renseigné sur un ouvrage désiré par Stella. Je cite. « Monsieur Cramoisy m'a dit qu'il vous enverrait lui-même les gazettes avec tout ce qui se passera, comme il fait à cette fois avec la pièce, et le mot livre a été rajouté dans l'interligne, que vous demandez contre le docteur Apostat. » Alors, il s'agit certainement du volume que François Véron avait publié cette année-là à Paris, chez Boulanger, dont voici le titre, « Réponse aux déclarations de Basile et de Cupif, Apostat », où est démontrée la nullité des raisons qu'ils disent avoir eues de se séparer de l'Église romaine pour se ranger à la prétendue réformée. L'auteur y réfutait le livre où le capucin François Clouet, dit Basile de Rouen, exposait sa conversion au calvinisme. Les intérêts religieux de Stella se manifestent ici. À 2 reprises sont mentionnés des ouvrages envoyés de Hambourg dont on ne saura jamais s'ils sont arrivés. La première lettre contient une référence bibliographique précise. Je cite. « Nous n'avons point encore une nouvelle de vos livres de Hambourg. Je vous ai mandé par 2 diverses fois qu'il en était venu un avec vos petits coffres, intitulé « La description de la Germanie inférieure », et que le banquier l'avait retenu jusqu'à ce que j'eusse ordre de vous de le prendre, d'autant que la lettre d'avis n'en fait point mention. » Cette année 1641 parut en effet à Amsterdam, chez Henri Laurens, une des nombreuses éditions de l'œuvre de Guy Chardin, Description de tous les Pays-Bas, autrement appelée la Germanie inférieure ou Basse-Allemagne. On peut penser qu'il est ici question de cette nouveauté éditoriale. La deuxième lettre n'est pas plus éclairante sur le sort de l'envoi hambourgeois. Je cite. « J'ai été ce matin chez M. Cramoisy, mais ne l'ayant pas trouvé au logis, j'ai gardé votre lettre afin de la donner en main propre et avoir en même temps le ballot de livres. Il n'est point venu encore de nouvelles de vos livres de Hambourg. » La semaine suivante, une 3e dépêche annonce un arrivage, mais rien ne permet d'assurer qu'ils proviennent de Hambourg. Je cite, « J'ai rendu la vôtre à M. Cramoisy, qui l'a reçu avec grand contentement, et m'a fait aussitôt délivrer votre petit ballot de livres, lequel j'ai mis avec les autres ballots dans votre chambre. Et nous n'en saurons pas plus. » Voilà. Les volumes destinés à Richelieu étaient conservés en un autre lieu. Bien. Je passe maintenant à un autre correspondant, l'avant-dernier, qui est Colbert. Le personnage qui signe du nom de Colbert envoie 17 lettres entre mars 38 et décembre 44 de Paris. En 38, il écrit de la Zuiderzee, aux Pays-Bas. En 1638, ce Colbert sert à l'ambassade de Hambourg en qualité de trésorier. Sa première lettre correspond à cette période. La deuxième, datée du 23 avril 1638, est envoyée de Paris. La correspondance s'interrompt en juillet 38, où il part en Italie. Elle reprend en décembre 44 pour durer jusqu'au début de juin, 2 semaines après la mort de Stella. Avenel se demande s'il ne s'agit pas du père du ministre. La famille Colbert était nombreuse. On ne saurait néanmoins exclure que ce soit le ministre lui-même, dont la jeunesse est jusqu'à présent restée mystérieuse. Le grand Colbert, à cette époque, avait 18 ans. Là, je vais quand même approfondir mes recherches pour en avoir le cœur net. Mais si on en reste à ce que dit Avenel, il s'agirait du père du grand ministre. L'échange épistolaire commence par une aimable protestation. Je cite, « Monsieur, comme vous êtes un de mes meilleurs amis, je n'ai pas voulu manquer à vous faire savoir mon heureuse arrivée à Amsterdam. » De même que La Chapelle, Colbert fournit Stella en gazette. Ce dernier envoie une relation due à son secrétaire pour la gazette de Renaudot, et il est même question qu'il y collabore lui-même régulièrement. Dans la seconde période, Stella est malade, endetté. Il pense à vendre sa chaire de mathématiques. Oui, les chaires professorales étaient vénales à cette époque. Il se soucie de sa succession, demandant que soit remis à son secrétaire Géraud sa vaisselle, ses tapisseries, ses livres et son lit. La spécificité de Colbert dans cette correspondance tient à son soin des livres, particulièrement à leur reliure. La première lettre de la seconde période rapporte la satisfaction de Mazarin
au récit fait par Rossignol de la réception de Stella comme nouveau résident à Strasbourg. Elle promet 2 portraits du cardinal, l'un pour les magistrats, l'autre pour la chambre du résident. Et je cite, « afin qu'il soit vu de ceux que vous verrez ». Surtout, elle évoque un accroissement possible de la bibliothèque. Et je cite donc la lettre de Colbert, donc, qui écrit de Paris, à Stella qui est à Strasbourg. « Un certain juif chrétien allemand de nation m'est venu demander Saphor, Emouna, disant qu'il lui appartenait. Je ne sais si ce livre est en votre bibliothèque. Je n'y ai point regardé, mais je lui ai dit qu'il n'y était point. Il m'a dit que le professeur de langue hébraïque de cette université est mort et qu'il a laissé à son hôte sa bibliothèque estimée plus de 40 000 livres. La vente s'en fera après les fêtes. Je la souhaite en corps et en âme en la vôtre. Il dit qu'il y a les plus rares livres hébreux qu'il est possible de trouver. J'ai bailli à Jean-Georges 4 paquets in quarto qu'il m'a demandé pour les avoir. Il commence à y travailler. » Alors Jean-Georges, c'est le relieur. C'est le relieur qui est employé par Stella, par l'intermédiaire de Colbert. Mais ce qui nous intéresse pour le moment, c'est cette bibliothèque du professeur de langue hébraïque au collège. Alors, ce n'est pas difficile de trouver qui c'est. Je vous ai mis son portrait. Il s'agit, qui est mort donc à ce moment-là, c'est Siméon Marotte de Muy, professeur d'hébreu au Collège royal, qui venait de mourir. Il paraît douteux que Stella, qui était malade et endettée, ait acquis cette bibliothèque 6 mois avant sa mort. Et je n'ai pas réussi à savoir où était passée cette bibliothèque, mais les opéras Omnia de Marotte de Muy seront publiés 6 ans plus tard par Claude d'Auvergne, qui avait eu accès à ces papiers. Ouais, donc, bien. Il reste Jean-Georges. Et ce Jean-Georges, on le revoit souvent. Sa première apparition date de la fin 1644. Il fait du beau travail, mais quelques difficultés financières se font déjà sentir. Je cite, « Jean-Georges m'a rendu 62 pièces in quarto reliées en veau fauve, 7 pièces in quarto en vélin, 4 in octavo en vélin et 2 in duodecimo en vélin. Je lui ai baillé des historiens en italien à coudre, mais il attend pour voir si vous ferez tenir de l'argent pour la relure, parce qu'il dit n'avoir de quoi vivre, et si l'argent est prêt, il se dispose à passer en Allemagne. Monsieur Naudin a fourni tout ce que vous lui aviez ordonné. Les livres susdits sont fort bien reliés. » Alors Jean-Georges, je ne sais pas si c'est le prénom et le nom, ou s'il l'appelle familièrement par son prénom double Jean-Georges. Mais en tout cas, c'est le relieur attitré. Je constate que la reliure n'est pas sans luxe. La quasi-totalité est en veau fauve et une minorité est en vélin. Colbert entourait la bibliothèque de ses soins. Il était attentif à l'état matériel des volumes. Au début de 1645, il écrit, je cite, « Pour vos livres, j'ai retiré ceux qu'avait notés le Fancan. Et devant que les lui baillait, je les avais fait couvrir de papier, de sorte qu'ils ne se sont point gâtés. Ce qu'a noté Rossignol, je les avais recherchés par Jean-Georges, car il n'en a plus de besoin. » Le relieur figure dans les 2 dernières lettres, l'avant-dernière donnant une référence précise. Je cite, « Jean-Georges n'a guère travaillé depuis Pâques, à compte que la presse était rompue. À présent, il travaille in folio pour vous, et il relit Biblia Regia en 7 volumes pour votre voilà. » Alors là, ce mot de voilà, je l'ai tourné de tous les côtés possibles, et c'est bien ce qui est écrit. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un voilà? C'est quelqu'un qui fait des voiles. Donc je pense que c'est peut-être un surnom pour votre voilà. La Biblia Regia désigne la polyglotte d'Anvers, publiée par Plantin en 8 volumes, de 1568 à 1572. Dans sa dernière lettre, 2 semaines plus tard, le relieur poursuit la même tâche, qui tend vers sa fin, mais le besoin se fait sentir. Je cite, « Jean-Georges continue à travailler pour vos livres, in folio, lesquels il aura bientôt achevés. Et si vous ne lui envoyez vitement de la peau de porc pour relier les autres, il demeurera sans besogne. » Stella ne vit jamais cette œuvre achevée, car il mourut à Strasbourg 12 jours plus tard. Comme chez Sturz, on remarque un intérêt pour la cartographie.
qui vient s'ajouter. Dans sa lettre antépénultième, Colbert transmet une demande à son correspondant, en même temps qu'une flatteuse proposition. Je cite, « Il y a ici un géographe du roi qui commence une nouvelle carte du Rhin, laquelle il désire vous dédier. Il vous prie de faire chercher par vos gens les cartes contenues en ce petit papier et les envoie à la première commodité. » Et je passe au dernier correspondant, Géraud. Géraud, qui signe ainsi son nom, mais que Colbert écrit Zéro, occupait la fonction de secrétaire de Stella. La Chapelle le désigne ainsi dans l'adresse d'une de ses lettres. Géraud a envoyé 12 lettres, quelques-unes en 1641, la plupart en 1645, c'est-à-dire peu avant la mort de Stella. De tempérament vif et même acrimonieux, il s'affiche comme le gardien du trésor, avidement convoité de toutes parts. Il ne cache pas son hostilité envers Colbert, qui le concurrence. Je cite, « Colbert est un coquin, et vous êtes autant désobligé que le plus grand ennemi du monde. Je n'ai pu prendre chambre au logis, y ayant son neveu avec lui. » On en déduit que Colbert s'était installé dans la demeure de Stella pour traiter de ses affaires. L'adresse d'une lettre de 1637 nous permet de situer cette demeure. Et je vous cite cette adresse. « Monsieur Stella, conseiller, secrétaire et historiographe du roi. » C'est la seule fois où j'ai trouvé ce titre d'historiographe pour Stella. « Demeurant auprès de la porte Saint-Michel, au logis du Suisse à Paris. » Donc ça nous situe sur la rive gauche. Là, c'est la porte Saint-Michel. Ça équivaut à la place Saint-Michel d'aujourd'hui. Et c'est curieux, d'ailleurs, le logis du Suisse, car Stella s'est trouvé constamment en rapport avec la Suisse. Voilà. Alors, pour la période initiale, soit 1641, c'est Rossignol qui est l'agresseur. Certes, il donne 4000 livres pour la bibliothèque de Richelieu, mais il se révèle exigeant. Je cite, « Il gronde pour la tapisserie. Il dit que c'est assuré à vous et que vous le trompez. Il veut aller prendre les livres de son éminence pour les lui présenter. Je lui ai dit qu'il fallait payer la voiture, mais il ne répond qu'en bredouillant. » La correspondance de la Chapelle nous a montré que Stella souhaitait les présenter lui-même. À la même époque, Stella sollicite pour sa terre de Morimont, près de Thann, en Alsace. Les paysans demandent un seigneur catholique pour ne pas tomber entre les mains des Suédois qui les contraindraient au protestantisme. Et sa terre de Morimont, c'est un titre qu'il porte, Stella de Tercy et Morimont. Pour la période finale de ces lettres, nous sommes sous Mazarin et qui n'est pas moins exigeant. On assiste au passage d'une bibliothèque à l'autre par l'intermédiaire d'une duchesse, peut-être Madame d'Aiguillon, et Géraud en profite pour égratigner Colbert. Je cite, « La duchesse a envoyé un homme au dit Colbert, disant que devient encore fournir à monsieur le cardinal pour 1000 écus de livres, mais je dis qu'il faut voir ce que vous avez avancé, et que par le retardement de votre paiement que l'on a fait ici, que vous avez beaucoup perdu. Colbert ne fait point de difficulté, s'il me rencontre en compagnie, de me parler de vos affaires, et de saisie, et d'engager, non plus que si vous étiez un petit garçon, ce qui fait que je ne le puis voir. » Bien. À mesure que la mort s'approchait et que l'argent manquait, Géraud luttait contre les agresseurs ou cherchait à les éviter, d'autant que ces agresseurs se liguent. Je cite, « Le dit sieur Colbert est ordinairement avec M. de Brisacier et M. Rossignol. Je ne sais ce qu'ils minutent ensemble. » Et la situation est résumée en une formule, je cite, « Je crains qu'ils n'aiment plus vos livres que votre personne. » C'est donc à la bibliothèque qu'on en avait. Géraud en était parfois réduit à se dissimuler. Je cite, « Douja m'a apporté un livre intitulé Jacobi Cabillonensis Bibliographia et me demandait d'autres de votre bibliothèque qui disait avoir affaire pour un moment. Mais je n'ai voulu paraître et me suis caché. Lorsque j'aurai vu comme vos appointements iront, je donnerai ordre à vos affaires le mieux qu'il me sera possible. En attendant, ne vous affligez, soyez joyeux, et vous remettez bientôt, afin d'être en état de témoigner le vrai monsieur Stella. » C'était des paroles sorties du cœur, mais Stella devait mourir bientôt. Jean Douja était un collègue de Stella au Collège royal. Les travaux de Reliot s'étaient interrompus. Je cite, « Jean-Georges a encore 80 livres in quarto à relier, mais l'argent manquant à M. Naudin,
Là, je vérifie, hein, ce n'est pas une mauvaise graphie pour Naudet. Les dates ne correspondent pas. Il s'appelle bien Naudin. Mais l'argent manquant à M. Naudin, il ne peut avoir du cuir. Il dit que vous aviez promis d'en envoyer d'Allemagne avec les formes que vous voulez dessus, mais vous ne l'avez fait. S'il vous plaît, vous manderez vos volontés là-dessus et commanderez ce que vous voudrez qu'il fasse et où il prendra de l'argent. Sans doute, le travail ne reprit pas, car il ne restait qu'un 5 semaines de vie à Stella. On s'explique pourquoi il n'envoyait pas le cuir. Géraud avait rompu les ponts avec son concurrent, qui refusait d'ailleurs de reconnaître les lettres venues de Strasbourg, prétextant que la signature de Stella était contrefaite. Je cite, « Colbert agit toujours à son ordinaire, je ne lui parle point. Le manque d'argent, tel est le sujet des 2 dernières lettres. Mais Géraud, il rappelle qu'il veille sur la bibliothèque, ouverte à un public choisi, selon les habitudes mécénales du temps. Et il n'omet pas de salir une nouvelle fois son concurrent. Je cite, « Monsieur Naudin me demande toujours si j'ai reçu, mais je lui dis qu'il ait patience. Votre bibliothèque est en assez bon ordre, mais vos livres, à force de les ouvrir, sont un peu fripés. Il y a force étrangers qui les visitent. Pour moi, je ne fais pas la presse pour le tapissier. Lorsque je lui aurai balayé de l'argent, j'aurai ce qu'il a à vous et votre vaisselle que je ferai accommoder et nettoyer. Car elle est si sale et vilaine que c'est pitié. Le pot de chambre servant de privé à Colbert et à son neveu. Et la dite sert de pot de chambre, tellement que si vous aviez mis un cochon dans votre maison, ce serait la même chose. » C'est curieux de voir le pot de chambre inclus dans la vaisselle, et la vaisselle devenir pot de chambre. Mais enfin, là, on voit bien l'inimitié entre Géraud, secrétaire de Stella, et Colbert. J'en passe à mon dernier point, l'acquisition de cette bibliothèque de Stella pour la bibliothèque Mazarin. Stella mourut à Strasbourg à la mi-juin 1945, criblée de dettes. Ses funérailles furent financées par le Sénat de Strasbourg et par la France. Dès le 21 juin, Louis XIV et Mazarin envoyèrent chacun une lettre au Sénat de Strasbourg. Le roi ordonnait, je cite, « de faire mettre en nos mains tous et chacun livre, mémoire, instructions et dépêches, blanc-seing et autres papiers, généralement quelconques, qu'il avait. » Le cardinal, quant à lui, cibla beaucoup plus précisément sa demande, ce qui trahit son principal intérêt. Je cite la lettre du cardinal. « Le sieur Stella étant mort dans votre ville et ayant laissé des livres imprimés, j'ai voulu vous faire celle-ci pour vous prier de tenir la main à ce que rien de cela ne s'égare et que le tout soit remis exactement entre les mains de celui qui est député pour cet effet par Sa Majesté. » Alors, qui est ce député ? Eh bien, il s'agit d'un personnage que nous connaissons déjà. C'est le propre secrétaire de Stella, Géraud. Et Géraud va liquider les affaires et il va solliciter la place de secrétaire du nouveau résident. Alors, le transfert des livres à Mazarin va s'effectuer rapidement. Un mois plus tard, du fait qu'il y a eu ces lettres du roi, lettres du cardinal, ça se fait très rapidement. Un mois plus tard, le 24 juillet, Naudet, qui se trouvait alors à Rome, le révèle dans une lettre au cardinal. Cette lettre a été signalée par René Pintard, puis publiée par les époux Wolff. Je la cite, cette lettre de Naudet. « Je ne négligerai pas de mentionner cette occasion si favorable à la bibliothèque de votre éminence que fut l'acquisition de celle du sieur Stella, et je m'en réjouirai avec elle. 8 jours avant mon départ de Paris, je l'avais vue pour examiner si elle ne contenait pas quelques livres rares imprimés en Italie, que je dusse mettre dans ma liste, mais je l'en trouvais dépourvue, alors qu'elle est très riche de toutes les meilleures éditions d'Allemagne. Tant que je me suis souvenu d'avoir autrefois entendu de la part du sieur Stella, que ce que je me suis souvenu d'avoir autrefois entendu de la part du sieur Stella ne me paraît pas chose extravagante, c'est-à-dire que sa bibliothèque était la mieux fournie d'Europe en histoire d'Allemagne et en ancien père imprimé à Bâle. Et de ce fait, je fais la conjecture très certaine que votre éminence sera bientôt maître et possesseur de la plus belle et fameuse bibliothèque d'Europe. Alors, vous voyez à quel point l'entrée de la bibliothèque
de Stella dans la bibliothèque Mazarine était conçu comme une chose importante qui allait transformer la bibliothèque de Mazarin en la plus belle et fameuse bibliothèque d'Europe. C'est d'autant plus curieux que ce Stella est à peu près absent de toute la littérature sur la bibliothèque Mazarine. Naudet narrait ensuite ses emplettes romaines, notamment les 130 volumes hébraïques achetés aux Juifs, dont il espérait trouver 2 fois la quantité dans le nord de l'Italie, ajoutant que le sieur Stella en avait possédé 20 à 30. Cette lettre confirme ce que nous avons appris au début de cette communication sur l'achat par Stella lui-même de tous les historiens d'Allemagne à Hambourg, chez Frobenig, en 1638. Au même moment, le 29 juillet, Ismaël Bouliot écrivait de Venise aux frères Dupuy, je cite, « La bibliothèque de monsieur le cardinal Mazarin doit être bien augmentée par une succession si riche. » Et là, vous voyez encore une fois à quel point l'acquisition de la bibliothèque de Stella paraît importante pour la bibliothèque Mazarine. Un mois après la mort de Stella, sa bibliothèque avait donc rejoint celle de Mazarin. Une question demeure. La lettre de Louis XIV au Sénat de Strasbourg du 21 juillet 1645 dit que les livres et papiers du défunt sont devenus la propriété du roi. Comment passa-t-elle à son ministre ? C'est encore Naudet qui nous l'apprend dans une lettre envoyée de Rome par le père Christophe Dupuy, prieur de la Chartreuse de cette ville et procureur général de l'ordre, à son frère Jacques, prieur de Saint-Sauveur, de la même date que celle que nous venons de citer. Et je cite à mon tour. « Monsieur Naudet a appris par notre dernier ordinaire la mort de Stella, de qui son patron avait eu en don de la reine sa bibliothèque avec tous ses livres. Il m'a dit qu'il devait plus qu'il n'avait de sous vaillants. » Voilà. Mazarin était donc entré en possession de la bibliothèque qui devait revenir au roi grâce à un don de la reine effectué entre le 15 juin et le 24 juillet 1645. Anne d'Autriche se révélait grande pourvoyeuse de la Mazarine, elle qui avait déjà offert dès 1642 les manuscrits de Brienne. Les livres restés à Strasbourg furent rapidement transférés à Paris suite aux lettres de Louis XIV et de Mazarin. On ordonna le 2 juillet à Géraud, envoyé à cette fin, je vous l'ai dit tout à l'heure, de, je cite, « dresser un inventaire sommaire des papiers, livres et manuscrits qui appartenaient au dit feu sieur Stella, pour être le tout fait en ballot par le sieur Triponet et par lui envoyé à Paris à son correspondant qui le fera délivrer aux mains du sieur de Brisacier. » Triponet était, j'ai bien vérifié la graphie, c'est bien Triponet et non pas Friponet. Triponet était le banquier strasbourgeois chargé de la liquidation. Quant à Brisacier, nous l'avons rencontré dans une lettre de Géraud, complotant avec Rossignol et Colbert le destin de la bibliothèque de Stella. C'était un commis du secrétaire d'État aux Affaires étrangères, Brienne. Mais d'autres livres, tout n'est pas fini, d'autres livres avaient aussi été laissés à Bâle. Le processus de la récupération dura jusqu'à l'automne. Lefebvre de Commartin, ambassadeur en Suisse à Soleure, de 1641 à 1648, en fut chargé. L'affaire commença mal, mais les difficultés furent surmontées. Le 4 août, il écrivait au secrétaire d'État, je cite, « Il s'est présenté beaucoup de créanciers de feu M. Stella, lesquels ont mis empêchement au transport des livres qu'il a laissés dans Bâle. Nous en avons contenté quelques-uns. Les autres, nous les avons entretenus d'espérance. Cependant, on les a transportés en cette ville où ils sont, sans qu'il y puisse dorénavant survenir aucune opposition. Il y a 209 volumes, desquels vous verrez, s'il vous plaît, la qualité par l'inventaire qui en a été fait en les recevant de ceux-là qui en étaient gardiens. Si entre les papiers du sieur Stella à Paris ou ailleurs se trouve quelque inventaire de ce qu'il avait en la dite ville, on le pourra confronter avec ce dernier et connaître s'ils n'en ont point retenu quelques-uns. À l'exception des quelques exemplaires donnés en pâture aux créanciers, la bibliothèque était intacte et l'ambassadeur implorait qu'on prît soin de la retirer à la douane de Lyon, où l'on agissait depuis quelque temps, je cite, avec beaucoup d'incivilité. Il avait fait interroger les neveux du défunt et ceux-ci avaient répondu que le général Derlac avait pris les papiers de leur oncle.
Il supposait que ce dernier en avait donné à Vélacourt, et il terminait en révélant, je cite, « Il avait quelques manuscrits desquels il m'avait parlé ». Mais l'affaire traîna. 2 semaines plus tard, le 16 août, l'ambassadeur se renseignait, nous apprenant par la même occasion l'existence d'un 3e dépôt. « J'attends de vos nouvelles sur le fait des ballots de livres qui sont à Bâle et à Zurich, dont le catalogue s'est trouvé à Strasbourg, dans les papiers de feu Sieur Stella, et comme ils ont été acceptés par quelques particuliers. » Le 22 août, il réitérait les mêmes informations. Le 25 août, il mettait en doute l'existence du dépôt zurichois. Il révélait que certains volumes avaient été achetés par Stella pour des particuliers et qu'il avait fallu payer pour les obtenir. Le tout formait 10 ballots. Il mettait en évidence son soin scrupuleux, avouant que 2 exemplaires s'étaient trouvés isolés et souhaitant la conformité au catalogue. Je cite, « Outre les 10 ballots de demi-charge chacun, il est resté 2 autres tomes compris dans le susdit catalogue que je n'ai reçus que depuis les ballots faits et partis. L'un en allemand, que je ne crois pas de considération, et aussi l'autre, qui est de droit, appelé Zasius Ioannis Thomae Fregii in Pandectas Juris Civilis. Je m'assure que vous trouverez le dit catalogue complet à la réserve des 2 livres, lesquels je prendrai l'occasion de vous envoyer, comme je m'assure que vous avez reçu de Strasbourg l'inventaire de ce que le dit Sieur Stella avait à Bâle. Si celui que vous avez reçu de moi il y a déjà quelque temps n'est pas conforme, je vous supplie m'en donner avis afin que je fasse toute diligence de les faire recouvrer. » Le volume retardataire, dont l'ambassadeur mentionne le titre, est peut-être l'édition du commentaire des Pandectes de Thomas Fréjus, donné par Johann Zasius à Bâle en 1576, chez Sebastianus Heinrich Petrus. Il en existe quelques rares exemplaires en Suisse, mais, à ma connaissance, aucun en France. Enfin, le 10 octobre, Lefebvre de Commartin avait appris que les ballots de Bâle étaient arrivés à Paris. Pour le dépôt de Zurich, il se contentait d'affirmer, je cite, « Je n'en ai autre connaissance, sinon que j'avais ouï dire qu'il y en avait en ce lieu-là. » Donc, vous voyez, le dépôt de Zurich reste douteux. Il renvoyait à ce qui avait été mandé de Strasbourg. Dans cette ville, c'était Géraud qui, le 3 novembre, laissait voir sa détresse. Je cite, « Les créanciers de feu M. Stella crient incessamment après moi et croient que j'ai reçu l'argent et conspirent contre moi pour me faire du déplaisir. Si vous plaisez, monseigneur, de faire donner ordre et quelque peu d'argent pour les contenter, toute cette conspiration se tournerait en grand respect. » Quoi qu'il en soit, l'année suivante, le 9 mars 1646, le cardinal Francesco Barberini, chassé de Rome par Innocent X et accueilli à Paris par Mazarin, qui devait ses débuts à sa famille, annonçait à son bibliothécaire romain Lucas Holsteinius le retour prochain de Nodé revenant d'Italie avec plus de 120 ballots de livres. Il ajoutait, je cite, et là je traduis, remarquez, non, je peux vous le lire en italien. Est-ce que je l'ai? Si. Est-ce que je l'ai en italien? La biblioteca del signor Cardinale Mazzarini non è piccola, particolarmente vi sono tutti i libri che furono di Monsieur Stella Alemanno, encore che mi sia detto che ne furono levati molti. Voilà. Donc la bibliothèque de Monseigneur le Cardinal Mazarin n'est pas petite. Il y a en particulier tous les livres qui furent ceux de Monsieur Stella, allemand, encore que l'on m'avait dit que beaucoup sont manquants. Là se trouvaient certainement réunis les volumes en provenance de Paris, de Strasbourg, de Bâle, sinon de Zurich. On entend peut-être ici l'écho des difficultés que la diplomatie française éprouva pour en récupérer l'intégralité. Le cardinal Francesco, bibliophile, averti, tenait cette collection en haute estime. Après l'arrivée de Nodé, il continua à manifester son intérêt pour elle. Le 13 avril, il écrivit à Holsteinius. Ce sont des lettres qui sont à la Bibliothèque Vaticane. Il écrivit à Holsteinius, je cite, « Sur la table de la bibliothèque de Monseigneur le cardinal Mazarin, j'ai vu une grande quantité de livres qui restaient à relier. Ils provenaient de la bibliothèque de M. Stella, desquels, pour être presque tous allemands, j'ai fait une liste de la meilleure façon que j'ai su et je l'envoie à votre seigneurie. » Et malheureusement, la liste n'est pas jointe à la lettre actuellement conservée.
On peut penser qu'il s'agit là du travail interrompu par Jean-Georges que nous avons vu dans les lettres citées précédemment, un travail interrompu par la mort du collectionneur en raison du manque de fonds. Enfin, un dernier document nous informe sur cette bibliothèque de Stella. C'est un exemplaire du premier livre de musique sacrée publié à Rome en 1516, aujourd'hui conservé à la Mazarine, sur lequel Isabelle de Conilloux a attiré l'attention dans une exposition sur un amateur de romans de chevalerie, le peintre Daniel Dumontier. Et il se trouve que ce Dumontier possédait un livre de la collection Stella, et ça nous informe donc qu'il y a eu une vente, dont malheureusement il n'est pas question dans toutes les lettres que je vous ai citées. Il y a eu dans ce passage, dans l'héritage Stella, il y a eu une vente. Regardez ce qui se trouve en dessous du titre, vous avez une mention manuscrite. Une mention manuscrite. Ce livre est à Daniel Dumontier de la vendue de Monsieur Thielman, acheté 4 livres. Entre les instructions royales et les remboursements de dettes, il y a donc une vente des livres de Stella. Le cardinal Francesco Barberini ne disait pas sans raison « beaucoup sont manquants ». Et alors, c'est quand même curieux que ce livre se soit retrouvé à la Mazarine, où se trouve en principe, et là c'est un autre travail à faire, d'essayer de retrouver les exemplaires de la collection Stella dans la bibliothèque Mazarine. Mais évidemment, je ne pouvais pas faire les 2 travaux. Alors je conclus. De son élaboration jusqu'à sa transmission, la bibliothèque de Jean Thielman Stella fut une affaire à la fois bibliophilique, politique et diplomatique. Formée sous Richelieu, alors que son fondateur était en poste dans les pays allemands et fournissait ce cardinal en livres, elle porte la marque de ses lieux d'origine, Hambourg, Bâle, Strasbourg, étant majoritairement composée de germanica et d'hébraïca. Stella fit appel au réseau politico-diplomatique de la France pour la constituer. Elle suscita l'intérêt de Naudet et de Mazarin, qui mirent eux aussi en œuvre le même réseau pour la récupérer au profit de la Mazarine dès la mort de son propriétaire, malgré son endettement qui occasionna quelques pertes. Je vous remercie.